Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue sur un autre épisode du podcast 168 heures, épisode que j'avais vraiment hâte de réaliser parce que je suis pas toute seule. Je suis avec Jessica Leb. Allô, Jessica. Salut, Émilie. Comment vas-tu? Super bien. Merci de me recevoir chez toi. On va le dire tout de suite. Oui, on est chez moi. Comme on le disait tantôt, off the record, on est chez moi à Las Vegas, n'est-ce pas? Exactement. Las Vegas, Beauport. C'est ça, Lac Beauport, c'est quasiment pareil. Puis aujourd'hui, j'ai eu envie de t'inviter chez moi, premièrement pour le plaisir, mon plaisir personnel, mais aussi parce que j'avais envie de souligner des choses importante en lien avec le podcast 168 heures, notamment la nouvelle image de marque du podcast. Donc, si vous me suivez depuis un certain temps, vous avez sans doute vu peut-être dans les derniers jours une nouvelle image. Puis c'est vraiment avec cet épisode-là que j'avais envie de venir un petit peu vous parler de où le podcast s'en va. Puis pourquoi j'ai choisi d'inviter Jessica. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on va se partager le micro parce que je vais te poser des questions, elle va me poser des questions aussi, donc parce que Jessica va avoir l'occasion de se présenter dans quelques instants, mais c'est aussi une animatrice, une journaliste. Puis je voulais qu'elle vienne ici, oui, pour ses talents d'animatrice et de journaliste, mais également parce que depuis quelques mois, Jessica, tu es ma mentor sur le plan du podcast. En fait, tu m'aides vraiment à aller travailler en profondeur avec le podcast 168 heures. Fait que je trouve que tu étais la personne la mieux disposée pour venir discuter de toutes les belles nouveautés, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi les choses qui peuvent évoluer avec le podcast. Fait que merci d'être ici. Merci tellement à toi de m'inviter. Je pense que toutes les personnes qui t'écoutent rêvent un jour d'être invitées sur ton podcast. Oh, c'est donc gentil, ça! C'est sincère. Est-ce que tu as envie, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, d'expliquer peut-être un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, quelle est ton expertise, puis après ça, dans un deuxième temps, on pourra voir concrètement ce que tu fais avec moi et le podcast. Mm-hmm. Déjà, je tiens à dire, je pense que c'est la première fois, presque une des premières fois où je suis invitée sur le podcast de quelqu'un d'autre. Vrai? Oui, je tiens à te le dire en même temps. Alors, tu l'as dit, moi, je suis animatrice et journaliste de métier. J'ai toujours été passionnée par le journalisme. En fait, c'est un professeur que j'ai eu quand j'avais 13-14 ans, un prof de latin et de français au secondaire, qui m'a donné la piqûre parce que lui, il était prof la semaine, mais le mardi était journaliste. Ah ouais. Et journaliste, bon, j'étais en France donc, et était journaliste vraiment, il interviewait des vedettes. Et moi, mon nom, Jessica Leb. Leb, en France, c'est aussi le nom de famille d'un humoriste très connu qui s'appelle Michel Leb. OK. Et donc, quand je suis en France, tout le monde me le dit. Ah, Leb comme Michel. Référence qu'on n'a pas du tout au Québec, évidemment. Et en fait, j'étais tellement tannée à un moment donné qu'on me dise ça, parce que c'était très répétitif, que rendu vers début adolescence, je faisais croire que Michel Leb, c'était mon oncle. Voyons! Je trouvais ça drôle, en fait. Puis les gens me croyaient, drôle. donc je dis c'est génial, tu testes à cet âge-là. Puis donc, je le faisais même avec certains profs, parce que lui me l'avait dit. Et donc, je dis oui, c'est mon oncle. Il dit ah oui. Puis il me regarde du coin de l'œil comme ça, ok. Et le lendemain, il revient avec un journal, un article de magazine, où c'était une entrevue de Michel Leb, et c'était signé, je vais le nommer, Christian Châtillon, le nom de mon prof. Et là, il me dit, ce n'est pas ton oncle. Il s'en va. Je sais que c'est pas ton oncle ou quelque chose comme ça. Voilà. Et en fait, ça m'a fascinée parce que de Michel Leb, on est passé à plein d'autres vedettes. Il a notamment interviewé Charles Aznavour sur une photo qu'ils ont de leur rencontre. Il débouche une bouteille de champagne avec Charles Aznavour qui rit aux éclats à côté. Enfin bref, tu sentais que c'était l'intime des stars. Puis en fait, j'ai compris à ce moment-là que en devenant journaliste, dans ma tête de fille de 13-14 ans, j'allais interviewer des vedettes. Et moi, j'adorais ça à ce moment-là. Et je dis, waouh, je vais pouvoir interviewer n'importe qui. Évidemment, la route n'est pas comme ça. Mais c'est beau de partir avec ça, par exemple, parce que c'était comme la vision que tu avais du haut de tes 13-14 ans, tu sais.
Exactement. Je me dis, si mon prof de français d'une petite ville là, est capable de faire ça, je peux y aller aussi, quoi. Et en fait, la vie m'a menée à interviewer beaucoup d'artistes. Donc, déjà en France, j'ai collaboré dans une web radio, donc on est au début des années 2000. C'est totalement obscur pour les gens faire de la web radio, parce que c'est de la radio juste sur Internet. Aujourd'hui, ça paraît banal, mais à l'époque, c'est juste énorme que c'est plus juste sur la bande FM. Et donc, je commence à faire ça. Et là, du haut de mes 19 ans, j'interviewe les premiers artistes, les premières personnalités connues, très connues en France, parce qu'Internet... faut se rappeler au tout début, en tout cas en France, au bout du courriel, c'est la personnalité où c'était très facile. Il n'y avait pas tout le barrage qu'on a aujourd'hui. C'était pas l'équipe, là, tu sais, ou les relations, là, c'était vraiment... Donc, si je voulais interviewer un tel, je le trouvais assez facilement via son site officiel ou les tout débuts de Facebook. Donc, comme ça, j'ai réussi à interviewer des personnalités connues en France, mais vraiment très, très connues. Là, je te dirais des équivalents d'animateurs à TVA, Radio-Canada, qui sont très, très populaires aujourd'hui et qu'ils sont encore aujourd'hui. Et c'est ça. Et en fait, mon arrivée à Québec, c'est un stage à la radio CKRL, qui est la plus ancienne radio communautaire francophone au monde, donc c'est quand même pas rien. Mais moi, je devais rester juste 3 mois à Québec. Puis finalement, j'ai rencontré mon chum aussi à ce moment-là, qui l'est toujours. Et puis ça s'est super bien passé. Puis au Québec, on a cette chance de te confier des choses rapidement si tu as du talent, je pense, si tu es motivé aussi. Et donc, on m'a fait confiance très, 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 très rapidement. Et j'ai interviewé beaucoup d'artistes aussi ici, que je ne connaissais absolument pas, parce qu'on ne connaît pas grand-chose de la culture québécoise en France. Puis, j'ai appris mon métier comme ça pendant 10, 11 ans, et j'en ai interviewé énormément. Donc, journaliste culturel dans ma vie d'avant. Mais ça répond même pas à ta question. Non, mais j'adore ce parcours-là, parce que tu vois, je veux dire, je connaissais le big picture, mais je connaissais pas les dessous de ça. Les détails. Les détails. Et donc après, ce qui mène au podcast, donc j'ai été journaliste culturelle à Québec pendant 10-11 ans. Je me considère encore journaliste culturelle. C'est des mandats que je prends encore, de l'animation à la radio. Moi, la radio, c'est mes premières amours, mais j'ai aussi travaillé à l'écrit, à la télé aussi. Et puis après, la vie a fait que j'ai eu l'appel de l'entrepreneuriat, en fait, parce que je me suis retrouvée à un poste de direction à la radio, direction de la programmation. Donc là, on gère les bénévoles, parce qu'une radio communautaire, c'est ça, c'est beaucoup de bénévoles qui viennent faire de la radio comme loisir. Donc, il y en a qui sont là depuis très longtemps, d'autres qui sont nouveaux, il faut les former, il faut les accompagner, etc. Puis, de toute cette expérience-là, puis la pandémie a aussi apporté son lot d'expérience, j'ai dit, OK, je pense que l'entrepreneuriat, c'est fait pour moi. J'avais atteint un poste de direction dans cette radio-là, que peut-être vous ne connaissez même pas si vous êtes à Québec, mais ça reste que j'avais carte blanche sur beaucoup de projets, et que de redevenir journaliste culturel, entre guillemets, de base, il n'y a pas de sous-métier, mais dans un plus gros média, juste parce qu'il y a plus d'audience et que c'est plus connu, je me disais, est-ce que c'est vraiment là où je veux aller ? Et en fait, l'entrepreneuriat me permettait d'avoir des projets différents, comme ce que je fais aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises dans leurs projets de podcast. Mais ce que je ne m'attendais pas à faire, c'est de faire des audits de podcast, comme je le fais avec toi, où là, le podcast existe déjà. Puis c'est de faire un état des lieux, de se dire, OK, voilà mon podcast, j'ai des écoutes. Toi, tu étais déjà proche du 100 000 écoutes au moment où tu m'as approché. Je dis, maintenant, je fais quoi ? Tu sais, c'est comme si comme dans une entreprise, on ne voit pas l'étape d'après. La démarrer, c'est une chose, mais après, on fait quoi après cette phase 1? Exact. Fait que tu as comme créé ton métier. Ouais. Tu as bâti ton avion en plein vol, pour reprendre l'expression. C'est beau. J'aime l'image de l'avion en plus. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais toi, qu'est-ce qui t'a donné... Bon, là, j'ai un peu donné la prémisse, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'amener ton podcast plus loin? Parce que tu parles beaucoup dans tes épisodes de... se lancer dans un projet, c'est beaucoup d'efforts, est-ce qu'on va tenir la cadence et tout ça, mais là, tu as passé le fameux cap dont on est en train de parler. Oui, exactement. En fait, je crois que c'est dans l'épisode 50 que j'en ai parlé, puis je ne vais pas tout répéter ce que j'ai dit dans cet épisode-là, mais dans cet épisode-là, je parlais à quel point j'avais sous-estimé la puissance du podcast. Et moi, au début, je me suis lancée dans le monde du podcast pour remplacer le blog. Je pensais que ça allait être d'égal à égal, mais c'est pas du tout la même chose. Il y a des gens à toutes les semaines qui m'écrivent pour me dire « je viens de te découvrir », ce qui fait que j'avais pas autant de découvertes spontanées comme ça via le blog. Fait que j'avais vraiment sous-estimé la puissance du podcast.
Puis aussi, je ne m'attendais pas à aimer autant ça. Puis, troisièmement, je pense que je ne m'attendais pas à ce que ça donne autant de résultats aux gens. Parce qu'il y a une panoplie de conseils, pratiques. J'ai vraiment l'impression qu'avec le podcast, que j'accompagne plus directement ma communauté, que je suis avec vous pendant que vous faites la navette entre le travail, pendant que vous faites votre vaisselle, pendant que vous pliez vos vêtements. Fait que la proximité est beaucoup plus proche. Je pense que vous avez une facette de moi plus authentique encore, parce que quand on est derrière une page blanche et des mots, c'est pas la même chose que quand il y a une voix. Derrière la voix, il y a l'émotion, il y a plein de choses. Fait que je me sens plus proche finalement de ma communauté qui est, on va se le dire, quand même grandissante. Puis, c'est très rapidement devenu très clair pour moi que le podcast que je voulais l'amener plus loin. Puis, tu sais, déjà là, il y avait quand même un beau succès. Puis, j'avais envie que ça aille plus loin, mais à un moment donné, there's so much we can do. Je peux pas tout faire. Je connais ma zone de génie. Puis là, à un moment donné, ma zone de génie, elle a comme une limite, tu sais. Fait que je savais que toi, tu te lançais en affaires, que c'était aligné comme ça. Fait que je me disais, je pense que j'avais envie de travailler justement avec toi pour que tu m'aides à voir qu'est-ce qui fonctionne, voir qu'est-ce qui fonctionne moins, tu sais, dans le podcast actuel. Puis si je vais aller plus loin, OK, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, comme la citation très cliché le dit souvent, tu sais, ensemble, on va plus loin. Puis, tu sais, je pense que en étant accompagnée par une personne comme toi, mais que je pouvais juste aller plus loin, plus vite, finalement. Puis, tu sais, moi, le lien radio-podcast n'a pas été tout de suite évident. Bon, en tant que professionnel de la radio, on est vraiment sensibilisé à l'arrivée du podcast. C'est pour ça qu'il y a autant de médias qui se sont lancés là-dedans. Nous, à CKRL, on n'avait pas les moyens de lancer nos podcasts natifs, etc. Il fallait déjà gérer la radio. Mais c'est le même métier. Tu sais, les gens me demandent parfois capter l'attention par l'audio, maîtriser sa respiration, son débit de parole. Déjà, dans la forme, c'est de l'audio. Donc, les techniques sont les mêmes. Je veux dire, oui, le média se consomme différemment. La radio, c'est en direct, bien qu'on peut écouter en reprise maintenant. Le podcast, c'est quand on veut, dans les habitudes que tu as citées. Mais la manière de le faire, la technique, etc., c'est la même chose. Et ce que j'aime du podcast, et la preuve en est aujourd'hui, c'est qu'on est nomade. Tu sais, je peux t'enregistrer n'importe où si je suis bien équipée. Oui. Donc ça, c'est vraiment super de venir chez toi, d'enregistrer ça. J'ai ramené mon matériel. Ça prend 3 fois rien à installer, puis on va atteindre les gens quand tu vas le mettre en ligne. Exactement. Puis est-ce que tu auras envie justement d'expliquer aux gens c'est quoi concrètement que tu fais comme audit avec le podcast en 68 heures? Exact. Alors, l'idée, pour ceux qui sont peut-être familiers avec les audits de réseaux sociaux, donc c'est comme prendre une photo de où en est ton média à ce moment-là, au moment où je le regarde. Ou un audit... réseaux sociaux, ça commence à devenir commun. Je pense que les gens commencent à comprendre. Donc oui, regardez les statistiques, le nombre de vues, etc. Dans ton cas, le nombre d'écoutes. Puis dans le podcast, ce qui est important, puis ça vaut pareil pour la vidéo, c'est pas tant le nombre de vues, c'est combien de temps les gens écoutent. Est-ce que les fameuses vues de 3 secondes sur Facebook, là, si vous êtes attardé à ça, c'est toujours beaucoup plus élevé que les vues de plus de 30 secondes. Eh bien, le podcast, c'est pareil. C'est de voir est-ce que tu captes suffisamment l'attention sur le long terme. Bon, toi, la question se posait moins parce qu'au nombre d'écoutes que tu avais, c'est pas des gens qui t'écoutent vite fait, mais c'était intéressant d'analyser ça. Puis au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse le plus, parce que bien que j'ai une formation en médias sociaux, pendant la pandémie, j'ai vraiment accéléré tout ça. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le contenu. C'est vraiment ma niche, puis l'entrevue par rapport à mon expérience. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Oui, t'éduques, mais pour qu'on s'attache à toi, pour qu'on ait envie de te suivre, pour qu'on ait envie de te faire confiance, pour qu'on ait envie d'acheter ton programme croissance, il faut que tu m'apportes du plus. C'est comme si éduquer, ça suffit plus parce que, mine de rien, ton podcast, c'est du contenu gratuit que tu offres. Il y a des personnes qui t'écoutent au podcast religieusement qui ne seront peut-être jamais tes clients parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir le programme ou qu'ils ne veulent pas investir là-dedans. Puis c'est correct parce que je pense que tu as le sentiment de faire ta part là-dedans. Mais c'est ça, comme tu le disais, le podcast offre une proximité. Donc, c'est de voir, OK, au-delà de toutes les belles astuces que je donne, puis tu es très généreuse de ça, qu'est-ce que je peux faire pour inspirer encore plus?
Parce qu'il faut peut-être rappeler, c'était quoi ton objectif avec le podcast au moment, on s'en est ciblé un là, au moment où tu m'approches, tu me regardes, ça n'a pas l'air sûr. J'ai vraiment un point d'interrogation. Non, si tu te rappelles, tu peux nous le partager. Il y avait quand même l'envie de monétiser le podcast parce que tu te rendais compte que tu faisais des ventes. Oui, c'est vrai, ben oui. Mais au départ aussi, tu m'as approché pour de la prospection, pour peut-être avoir des commanditaires sur le podcast. Oui, c'est vrai. On a commencé avec ça. Puis finalement, on a comme inversé. On a fait l'audit en premier. Exact. Mais oui, c'est vrai, à la base, merci de me rappeler ça. Mais parce que l'audit, c'est inévitable. Moi, parce que on va le faire, ce travail de prospection au moment où on se parle, mais c'est important pour moi de savoir, il en est où ton podcast ? Point de vue statistique, comme on le disait, mais aussi point de vue contenu, pour après approcher les commanditaires. Exact, faut que tu le comprennes. C'est comme tu peux pas vendre un véhicule que tu ne connais pas, là, tu sais. Exact. Tu te l'appropries. Bon, moi, j'étais déjà auditrice de ton podcast avant de travailler dessus, donc ça aidait, mais ça reste que j'ai pas mis autant de profondeur que le travail qu'on a fait ensemble. Et donc, c'est ça. Il y avait cette idée de monétiser, mais aussi, moi, ce que j'aime toujours poser comme question à des gens qui ont un podcast depuis longtemps, c'est est-ce qu'ils ont la sensation de vendre grâce au podcast? Puis je me souviens qu'au moment où on en a parlé, au tout début, tu n'en étais pas 100% convaincu. Mais là, dans le 50e épisode, tu le disais concrètement que c'était sûr que tu convertissais parce que les gens te connaissaient mieux. Ouais, hey, ça, c'est le fun. Tu as comme l'évolution des choses que je t'ai dites. Après ça, tu analyses en fonction des épisodes. J'adore ça. Je m'en souviens très bien. Et donc, c'est ça. L'audit, c'est... Moi, je me penche sur le podcast au moment où je le fais. Puis après ça, je te fais un rapport de l'audit en disant, voilà ce que j'observe, les bons coups, les coups à améliorer. Puis, dans ton cas, tu avais la communauté, le rayonnement, on avait vu aussi les épisodes qui fonctionnaient bien. On essaie aussi de comprendre pourquoi ça fonctionne bien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu publies qui fait que ça fonctionne bien? Qu'est-ce qui fait que ça perdure dans le temps aussi? Tu as comme ton épisode 10 que les gens continuent d'écouter alors que t'es rendu à plus de 50. On essaie de réfléchir à tout ça. Puis, beaucoup sur ce que tu racontes. Puis moi, j'ai une approche très storytelling aussi, dans le sens de comment ta vie de tous les jours et surtout tes expériences passées vont inspirer les gens qui t'écoutent et s'identifier à toi, parce que c'est ce qu'on recherche dans tout ce qu'on fait, dans une série qu'on regarde, un livre qu'on lit, une personnalité qu'on aime suivre sur les médias sociaux. Il faut que je puisse m'identifier. Ou alors, si tu as une vie que je n'ai pas, il faut quand même qu'il y ait des choses où je puisse me raccrocher pour m'attacher à toi. C'est vrai, ça, tu m'as beaucoup donné l'autorisation de le faire davantage, au sens où je pense que, naturellement, je donnais quand même souvent plusieurs exemples de ma vie personnelle, justement pour que les gens parviennent à s'identifier puis s'y rattachent. Mais à travers l'audit mentor qu'on a fait ensemble, justement, c'est comme si tu me donnes l'autorisation de parler encore plus en profondeur de trucs personnels, des choses. Je me rappelle pas dans quel épisode je fais allusion à mon couple puis à mon conjoint, mais bref, tu rebondissais là-dessus à quel point les gens avaient besoin d'entendre ça, justement pour que, tu sais, les gens aussi sont en couple, les gens qui m'écoutent, c'est pas nécessairement tous, mais qu'ils soient capables de s'identifier puis de dire « Ah, OK, concrètement, dans sa vie, elle fait ça. » Puis, tu sais, là, je donne un exemple comme ça par rapport à mon couple, mais aussi juste des épisodes, tu sais, comme là, récemment, j'ai fait un épisode très personnel sur la parentalité, tu sais. Si on n'avait pas eu notre travail ensemble, je ne suis pas convaincue que je me serais donné l'autorisation de faire ça parce que je me serais dit, au final, ça va intéresser qui? Tu sais, les gens écoutent le podcast 168 heures juste pour du pratico-pratique, alors qu'au final, les gens veulent peut-être, oui, ça, mais il y a possibilité d'aller chercher plus, là. Puis ce qu'on retient de cet épisode-là, je trouve que c'est un super bon exemple. Parce que moi aussi, mon réflexe d'avoir été surprise, oh, elle a parlé de pourquoi, souvenez-vous, pourquoi elle a un enfant unique, puis que ça restera ainsi, etc. Puis c'est vrai que c'est déjà atypique à la base. Mais là, pourquoi tu en parles dans le podcast? Puis d'emblée, c'est là toute l'intelligence d'Émilie de justifier ces sujets. Mais ça reflète mon mode de vie. Ça reflète beaucoup de choses que je vous enseigne. Ça me donne plus de temps d'avoir juste un seul enfant, etc. Tu argumentes très, très bien. Puis d'ailleurs, chapeau pour cet épisode, parce que je trouve que c'est là où on se confronte beaucoup aux opinions divergentes, parce que c'est certain qu'il y a des auditrices qui t'ont écouté qui sont clairement pas d'accord avec toi, mais tu l'as défendu pareil parce que c'est 100% toi d'avoir un enfant dont tu parles régulièrement, mais t'étais jamais allé encore, je crois, dans un épisode aussi personnel. Non. Puis ceux qui ça les intéresse pas, ils vont passer au prochain. Il y en a d'autres épisodes, voilà. Mais je suis certaine que ça en intéressera plusieurs. Puis comme je dis, moi, l'avantage que j'avais avec ton podcast, c'est que je l'écoutais déjà beaucoup avant, puis que là, j'ai eu accès à une autre partie de toi, puis je pense que les gens l'apprécient énormément. Mais juste pour avancer sur l'audit, donc,
j'aime faire l'audit, mais je sais même plus dans quel ordre ça se fait. Mais à un moment donné, au début du processus, parce que c'est un accompagnement sur 3 mois, je t'interviewe. Puis j'interviewe ma cliente pendant 1 heure. Puis c'est rigolo parce qu'avec toi, en fait, il faut le dire, Émilie est ma toute première cliente en tant qu'entrepreneur en 2024. J'ai pas eu le réflexe de mettre une entrevue de toi pendant 1 heure parce qu'on se connaissait. J'ai été ta cliente en coaching individuel et de groupe, ouais. Mais donc j'ai l'impression de te connaître, je te suis sur les réseaux, j'écoute ton podcast, mais je dis mais finalement je connais pas tellement sa vie personnelle, puis encore moins ton passé. Et de t'interviewer 1 heure là-dessus, c'est vraiment, je dis, 1 heure où j'apprends à vous connaître de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, puis les différentes épreuves qu'on a traversées. Bah, ça me donne accès à toi qui est beaucoup plus large. Puis au moment où je te conseille sur le storytelling, j'ai des exemples où je peux te ramener. Et ça, je trouve ça génial. Puis on m'a beaucoup souligné que c'était une grande force de s'intéresser pendant 1 heure à quelqu'un, ce que je trouve assez fou, qu'on prenne plus ce temps-là. Ouais. Puis c'est vrai, un coach d'affaires, il va pas te faire parler pendant 1 heure de ta vie. Ça a a priori pas d'importance, mais dans le cas du podcast, c'est très important. Et je pense dans le cas des médias sociaux aussi. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis à travers justement l'audit mentor et à travers ton expérience à toi, ça serait super intéressant si tu as envie de partager. À ton avis, c'est quoi un grand point fort du podcast 168 heures que faudrait vraiment comme que je continue de faire? Et ensuite, ce serait quoi un point à travailler? C'est des choses que tu as vues. Oui, si ça te tente de partager ça. Ben oui. Alors, tu vois, je trouve que la question reflète la réponse de la première question. Parce que ce qu'on n'a pas dit... Donc, j'interviewe la personne pendant 1 heure, puis après, 1 fois par mois, on se rencontre, puis on travaille quelque chose pendant 90 minutes selon l'objectif établi. Puis tu m'avais aussi dit dans tes défis, malgré que c'est la planificatrice, la difficulté de planifier tes épisodes à long terme, les sujets solo, puis les sujets invités, les épisodes avec invités, si vous remarquez, il n'y en a pas tant que ça dans le podcast 168 heures, mais c'est parce qu'Émilie a beaucoup de crainte à interviewer des gens. Ça te demande beaucoup de préparation, c'est très lourd, t'as pas encore l'habitude, mais en même temps, parce que tu le fais pas beaucoup, c'est très long. C'est à force d'en faire que tu vas aller plus vite. Absolument. Mais là, tu m'as donné des devoirs, puis on dirait que là, j'ai comme hâte d'avoir des invités. J'ai vraiment pris confiance, puis entre autres, parce que je veux le partager, parmi un des devoirs que j'ai eu à faire, il fallait que j'analyse des entrevues d'Oprah. Oprah Winfrey. Oui, exactement. Puis, en tout cas, j'ai pris conscience que je me mets une pression démesurée parce que c'est comme si j'ai l'impression que si j'invite quelqu'un, c'est comme si je dois devenir journaliste. C'est comme si je passe quelqu'un en entrevue, en interview, alors qu'à un certain moment, Oprah, elle parlait juste d'une conversation, d'une discussion. Puis tu sais, moi, dans la vie, je suis pas journaliste, puis je veux pas le devenir, j'ai pas cette ambition-là. Puis, mais par exemple, je suis très bonne pour avoir des discussions avec les gens. Tu sais, ça, là, je peux m'accorder cette qualité-là. Je suis vraiment bonne pour avoir des discussions avec les gens. Fait que là, c'est comme si, ça m'enlève un poids sur les épaules de savoir que c'est ça, que je peux juste inviter quelqu'un sur mon podcast à avoir une discussion sur un sujet X, puis c'est pas grave si toutes les questions ne sont pas définies en avance, parce que ça aussi, je me mettais cette pression-là de, tu sais, envoyer des questions précises en avance pour que ce soit... Faut pas faire ça. Non, mais là, c'est ça, la journaliste m'a appris qu'il faut pas faire ça, alors que c'est drôle, j'exigeais ça aussi, moi, en tant qu'invitée sur des podcasts. Il y a des personnes qui me disaient, non, nous, c'est spontané, puis après ça, ben OK, mais sinon, je disais, moi, je vais avoir les questions au moins tant de jours d'avance pour me préparer. Oui, mais là, ça, j'ai tout appris ça avec toi. Oui. Ce qu'on peut dire déjà aux gens qui seraient surpris d'entendre ça, c'est que vous êtes les experts de votre sujet. Si vous êtes invité sur un podcast, c'est parce que vous êtes expert. Donc, logiquement, tu n'as pas besoin de te préparer. On t'invite, oui, pour ton expertise, mais pour ton expérience aussi. Puis l'expérience, me semble, quand on se plonge dans nos souvenirs, dans nos anecdotes de clients, etc., on n'a pas besoin de réviser ça. Oui. Et en fait, un journaliste, déjà, c'est contre-éthique, c'est-à-dire que dans l'éthique du journaliste, on n'envoie jamais les questions à l'avance, même si on nous les demande. C'est vraiment dans le code de déontologie. Très important. On doute parfois quand c'est des politiciens et tout, mais je vous confirme, on n'a pas le droit de le faire. Sinon, on va contre notre éthique. Et ça enlève beaucoup de spontanéité. Voilà la réponse. Vous avez l'air plus préparé, alors que, comme on disait, la force de l'audio et du podcast... Puis ça vaut pour la télé aussi, même s'il y a d'autres artifices, mais c'est la spontanéité des réponses. Moi, j'adore voir quelqu'un hésiter à ma question. J'adore voir quelqu'un prendre le temps de réfléchir ou avoir quelqu'un qui me dit
Bonne question. Je sais pas. Moi, c'est le plus beau compliment quand on me dit ça. Mais c'est le fun que tu dises ça parce que moi, ça m'aurait mis une pression d'entendre quelqu'un dire ça. Je me serais dit, oh mon Dieu, comme j'aurais dû y envoyer avant, comme par souci que l'invité soit mis de l'avant et qu'il rayonne bien, mais au final, c'est pas parce que quelqu'un dit je le sais pas que c'est une mauvaise réponse. Puis des fois, c'est peut-être le silence parce qu'on a aussi appris à intégrer les silences et les pauses et les respirations. J'adore, quel bon élève. Parce que oui, paraît-il que je parle vite, mais oui, c'est ça, tu sais, je sais pas, là, j'ai comme un peu perdu le fil, mais... De piéger, d'avoir l'impression de piéger ton invité. Voilà, alors que finalement, non. C'est humain, là. Je veux dire, on n'a pas les réponses à tout. Ben non, puis c'est ça qui est beau, tu sais. C'est ça qui est beau. Puis après ça peut juste amener ailleurs. Puis une chose que tu m'as dite également, c'est que si les questions sont toutes envoyées à l'avance à mon invité, par exemple, je vais être moins dans l'écoute active. Puis c'est vrai, je l'ai déjà expérimenté. À un moment donné, quelqu'un, tu sais, j'avais une invitée, elle me parlait, je l'écoutais, mais à un moment donné, je l'écoutais pas à 100% parce que j'étais préoccupée à lire mes prochaines questions puis à savoir, OK, c'est quand je vais la plugger. Fait qu'en tout cas, les prochains invités qui viendront sur le podcast vont avoir peut-être... En tout cas, vont certainement avoir un angle. C'est sûr que je veux enligner mes invités. Ça, c'est normal. Oui. Mais risquerais... En tout cas, je pense que je vais me lancer le défi de ne pas leur envoyer vraiment de questions en avance. Ou sinon, comme à moins que j'ai des points très, très précis ou qui demandent des recherches ou des statistiques, par exemple. Mais autrement, je vais me lancer ce défi-là. Fait que ça va être un inconfort que je suis prête à accueillir. J'adore. Puis en fait, on brise la glace aujourd'hui. Ah ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, les seules exceptions où je dis qu'on peut envoyer la question à l'avance, c'est si j'ai besoin de statistiques, de chiffres sur quelque chose, puis que là, je ne m'attends pas à ce que la personne s'en souvienne par cœur. Donc, tout dépendant de votre sujet, oui, là, c'est intéressant. Sinon, on garde le plus possible la spontanéité, l'authenticité. Puis la personne qui vous répond, c'est une bonne question. Ça veut dire que vous l'emmenez dans un chemin hors des sentiers battus, vous la faites réfléchir. Pour moi, c'est toute la plus-value d'un podcast. On le sait, l'offre commence à être très importante au Québec. Comment je me démarque? Ça ne suffit plus de faire des entrevues sur Zoom. Puis on oublie aussi cette plateforme pour l'audio, là. Mais ça ne suffit plus de faire des entrevues virtuelles pour se démarquer. Il faut vraiment avoir un concept, une niche, ce que tu fais très bien pour revenir à cette question, parce que je n'ai pas tout à fait répondu. La grande force du podcast, selon moi, c'est ta transparence et ton authenticité. Tu te dévoiles avec beaucoup de vulnérabilité. Puis ça, il y a des entrepreneurs pour qui c'est très difficile parce qu'il faut montrer les réalisations, le succès, mais les choses, on a plus de difficultés. C'est plus difficile justement de le montrer, mais en même temps, c'est cohérent avec ta démarche de la planificatrice. Tu donnes des tas d'exemples de l'Émilie d'avant ou même d'aujourd'hui qui a des défis d'organisation, qui décroche par moment, etc. Donc ça, pour moi, c'est ta plus grande force. Puis la chose à approfondir, à aller plus loin, c'est les invités. Clairement. Et c'est drôle, ça fait déjà plusieurs heures qu'on est ensemble avec Émilie. Plusieurs fois, tu as dit « je me donne l'autorisation de ». Je dis « ah, c'est intéressant comme expression, ça ». Parce que tu es très consciente que tu n'as pas invité plus de gens, d'experts sur ton podcast parce que tu te mettais cette pression-là et que c'était une autorisation. Et moi, je travaille beaucoup sur les autorisations aussi. Oui, parce qu'au final, toi, tu peux me la donner, mais après ça, il faut que je l'accepte, sinon je ne le ferai pas. Mais oui, ça, c'est vraiment quelque chose que je veux amener davantage. Puis, tu sais, je sens vraiment que, autant que quand je t'en parlais au début, tu me disais, il y a une raison pour laquelle tu n'as pas beaucoup d'invités. On dirait que je ne voulais même pas aller là. Je voulais même pas, juste à cause de la pression que je me mettais. Mais là, c'est vraiment plus léger. Puis, pour vrai, j'ai comme hâte d'avoir des discussions et des conversations avec d'autres personnes. Puis là où on va aller aussi, c'est de ne pas juste inviter des gens qu'on connaît. Oui, parce que ce ne sont que des amis ou des très bonnes connaissances qui sont venus sur mon podcast. Exact. On les salue. Puis mon expérience dans les médias, c'est de vous emmener à défoncer des portes que vous n'auriez jamais défoncées en temps normal, parce que la personne a l'air inaccessible, parce que ça a l'air beaucoup trop big. Mais au Québec, on a cette chance que les gens sont accessibles. Je te dirais pas la même chose en France et aux États-Unis pour l'avoir expérimenté. J'ai eu cette chance d'interviewer des gens dans d'autres pays. Il y a des cultures où c'est clairement plus difficile. Mais au Québec, je considère qu'on peut interviewer n'importe qui. Ça peut être plus long pour des gens qui sont plus loin, mais sinon, je l'ai vu là. Puis moi, l'avantage que j'avais de ne pas être née au Québec, c'est que j'ai interviewé des grands noms, j'avais aucune idée de qui c'était. Donc moi, je me mettais pas cette pression-là de j'interviewe quelqu'un de super connu. Oui, c'est vrai, parce que ça vient avec un peu cette pression-là, définitivement. Ouais. Donc, qui sait
Émilie va peut-être interviewer ses idoles à un moment donné. Puis, et au-delà de la francophonie aussi, je pense que là, ça aussi, c'est des barrières qu'on se met beaucoup. Ouais. Au Québec particulièrement. Pourquoi je pourrais pas inviter un Américain sur mon podcast? Puis on le fait en anglais, puis on traduit. Et pouf, toutes les barrières tombent. C'est ça pour moi. Ma grande vision du podcast, c'est que c'est sans frontières. Puis j'aimerais ça que les gens communiquent encore plus avec d'autres experts qui sont à l'autre bout du monde. Mais c'est ça que j'aime de toi, c'est ton approche parce que tu es beaucoup aussi dans... C'est ça, le volet plus international. On abat les barrières parce qu'on en avait cette discussion-là justement dans notre dernière rencontre ensemble. Puis tu me disais, fais-moi la liste comme des gens que tu aimerais inviter. Puis là, j'ai bloqué parce que je consomme énormément de contenu en anglais, ce qui fait que moi, c'est beaucoup comme des Américains qui vont m'inspirer. Je veux dire, il y a plein de francophones inspirants et qui m'inspirent, mais il y a énormément de francophones qui sont inspirants, mais je les connais juste pas encore parce que je consomme pratiquement juste des podcasts puis des livres en anglais. Ce qui fait que tous les auteurs qui me venaient en tête, les podcasteurs ou comme les gens influents qui me venaient en tête, c'était des anglophones. Fait que là, je ne m'autorisais pas à le mettre sur la liste parce que je me disais, ça marche pas, je peux pas inviter un anglophone sur mon podcast, mais en tout cas, on vous réservera des petites surprises peut-être pour les mois à venir, là, mais tu m'as donné cette ouverture-là. Puis, tu sais, tu es beaucoup dans les concepts, dans les expériences. Moi, ce que j'aime beaucoup de ton approche, puis que, encore là, que tu me donnes l'autorisation de faire, c'est de créer des expériences. Tu sais, tu me disais, l'épisode 32 sur le podcast, j'ai fait une méditation, c'est dans le cadre du défi 5 jours pour débuter l'année avec clarté que j'ai fait au début de l'année dernière. Puis, tu sais, tu me disais à quel point que juste la méditation en soi, que c'était une expérience, puis tu m'encourageais à recréer, pas nécessairement juste ça, mais des expériences. Chose que là, je ne sais pas au moment où cet épisode-ci va être diffusé, si je vais avoir publié là, l'épisode dont j'ai en tête, mais il y a un épisode sur la gratitude qui est vraiment très différent parce que c'est pas enregistré en studio, entre guillemets. Je veux dire, j'ai pas de studio à la maison, mais c'est pas enregistré dans mon bureau avec un son nickel comme à l'habitude. C'est différent. Si vous l'avez écouté, s'il est déjà sorti, vous allez savoir de quoi je parle. Puis sinon, restez à l'affût, ça va sortir très, très bientôt. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est comme si tu t'amènes le podcast ailleurs. Je trouve vraiment que tu amènes ça ailleurs, puis je trouve ça beau, je trouve ça intéressant, puis c'est vraiment stimulant, en fait, de voir... Tu m'ouvres les portes, là, pour vrai. Tu m'ouvres vraiment les yeux, puis plein de portes que je ne pensais qu'ils n'existaient même pas. Je pensais même pas que c'était possible avec le podcast, fait que... Ouais. Ah bah merci, parce que ça me confirme, tu sais, hein, quand on lance une entreprise, notre grande vision, toi aussi, hein, dans le programme Croissance, tu nous demandes d'y réfléchir. Mais pour l'entreprise en particulier, je me suis dit, si je le fais, je l'amène plus loin. Vraiment. Puis ça vient de la radio. Puis la pandémie, dans mon cas, il faut quand même que j'en parle de ça. À la radio, nos animateurs se sont confinés. Donc, ils ne pouvaient plus venir en studio à Limoilou, sur la 3e avenue, pour ceux qui sont à Québec. Donc, j'ai beaucoup d'animateurs, animatrices qui sont équipés pour avoir leur studio maison. Puis, il faut se rappeler que la pandémie, c'est beaucoup de naissances d'épisodes, de podcasts, parce que c'était ça, là, pour nous rallier aux autres. On achète un micro sur Amazon, pour ne pas le nommer, puis on fait des entrevues en direct sur Facebook, c'était encore très populaire, ouais. Puis le podcast. Mais maintenant, ça y est, il n'y a plus de barrières sanitaires, etc. On peut enfin se retrouver, se voir. Donc, voyons-nous, allons à la rencontre des gens. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ce métier de journaliste. Je voulais rencontrer les gens. Puis, on me demande souvent, et toi, quand est-ce que tu lances ton podcast? Puis, c'est pas vrai que je le ferai en virtuel. Je veux voir les gens. Puis, s'il faut que moi, je me déplace pour aller les rencontrer avec grand plaisir, parce que c'est ma grande passion de voyager, ne serait-ce qu'à Montréal. Mais oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça le concept. Puis c'est là aussi où le podcast peut aller plus loin. La télé, la radio l'ont fait avant nous. Ça existait déjà. Mais là, avec le podcast, on a comme un moyen de plus pour aller se rencontrer. Donc, j'y crois beaucoup. Puis j'ai compris aussi que je pouvais être le pont, bien humblement, entre les médias, ce qu'on imagine des médias, et les entreprises. Puis des entrepreneurs comme toi qui lancent leur podcast, je trouve ça merveilleux parce que c'est, pour reprendre ton expression, se donner l'autorisation de créer son propre média. Quand même fort, quand même, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. OK, je vais avoir mon propre média, ça va être mon podcast, puis ça va parler de moi, je vais pouvoir parler de ce que je veux. Puis pour même certaines personnes de l'industrie avec qui je dialogue beaucoup de l'avenir des médias, c'est ça l'avenir. Les entreprises vont avoir leur propre média et la radio et la télé vont toujours être présentes par tradition, mais je pense sincèrement que ça devient accessible à tout le monde. Donc, pourquoi s'en priver? C'est vrai, ça fait vraiment du sens ce que tu dis. Puis c'est le fun d'avoir accès justement à
une expérience comme la tienne, parce que, tu sais, moi, l'avenir du podcast, je vais juste me croiser les doigts, finalement, que ça va marcher puis que ça va continuer parce que j'ai vraiment du plaisir puis j'aime ça. Mais, tu sais, c'est ça, de travailler avec quelqu'un comme toi, ben, c'est comme d'avoir des confirmations sur des chemins à prendre également, là. Puis c'est pas une mode. Je pense pas que ça soit une mode. On me le demande régulièrement. Parce qu'il y a la grande liberté pour l'auditeur de choisir quand il écoute le contenu et où. En auto. Tu as cité plein d'exemples tantôt, puis c'est tout le temps ça qui revient. En auto, je prends ma marche, je fais mon ménage, je l'écoute quand je veux, ou je peux même le mettre sur pause. Je peux le reprendre plus tard. On ne pouvait pas faire ça avec la radio ou la télé en direct. Il fallait vraiment être devant le poste il n'y a pas si longtemps, là. Sinon, on manquait des bouts. Donc, je pense que cette liberté de consommation est très importante. Elle est là pour rester un petit moment. Après, dans 100 ans, je ne sais pas, je ne serai pas là pour témoigner, mais ouais, je pense quand même on creuse quelque chose. Puis tu parlais d'émotions tout à l'heure, les livres audio lus par les auteurs quand c'est bien lu. Oui. Ça fait toute une différence aussi. C'est pour ça que c'est populaire. Définitivement. Une autre chose également que tu as amené puis que j'aimerais éventuellement, qui se passe en ce moment, on filme le podcast. Alors, si tout se passe bien, vous pouvez nous écouter sur YouTube. Puis sinon, ben, c'est parce qu'il y a eu un petit pépin technique. Mais c'est ça. Donc, tu sais, j'ai envie aussi d'exploiter un petit peu plus la vidéo malgré mon inconfort. L'inconfort et la pression encore que je me mets parce que des fois, je me dis j'ai juste envie de m'enregistrer le matin en me levant quand je suis dépeignée, quand je suis pas maquillée puis quand je suis encore en robe de chambre. C'est ça qui est le fun aussi du podcast, c'est qu'on peut... On n'a pas besoin de se préparer pour ça. On n'a pas besoin de se mettre justement devant la caméra. Mais en même temps... j'ai envie de nourrir aussi, comme la chaîne YouTube, j'ai envie de nourrir la vidéo également. Là, fait qu'éventuellement, à suivre davantage, là, cette vidéo-ci devrait être en théorie publiée. Mais ça aussi, tu m'as amené ce point-là. Mais en fait, c'est si tu as envie. Je force personne à aller sur YouTube. Après, c'est un formidable moteur de recherche avec ses hauts et ses bas. Là. Je veux dire, ça fait partie de Google, mais Google, c'est numéro 1. Là. Si je tape un de tes sujets de vidéo, je me souviens, écoute, parce Émilie a démarré sa chaîne YouTube il y a quand même un petit moment. Mais une des vidéos que moi, j'ai adoré voir, puis que tu n'aurais vraiment pas pu faire autrement, c'était comment créer des modèles de courriel sur Gmail. Oui. Puis j'ai dit, waouh, c'est génial. Puis j'étais contente de tomber sur un tutoriel, parce que évidemment, tu partages ton écran, etc. Puis tu l'expliques en 5 minutes, parce que ça prend vraiment pas plus de temps que ça. Et j'ai aimé ça, tomber sur le tutoriel d'une Québécoise. En plus, on a la proximité, je vis aussi à Québec, qui m'explique comment faire. Puis je pense que YouTube, pour ça, même si on a accès au contenu du monde entier, bah, quand on tombe sur le contenu de quelqu'un qui habite proche de chez nous, quoi, bah, ça crée quelque chose. Mais après, je sais que tu es écouté de partout. Ben voilà, on profite du moteur de recherche de Google, donc c'est quand même pas négligeable. Après, c'est très difficile, la game de YouTube. Il faut qu'il y ait quelque chose à voir. Là, on est très conscient qu'on est sur un plan fixe. On nous voit, il n'y a personne qui va s'asseoir pour nous regarder pendant 1 heure. Ça, c'est clair et net. Mais, comme tu dis, comme tu le prônes tellement, vaut mieux fait que parfait, voilà. Et donc, lançons-nous. Puis après, au fur et à mesure, la bonification, elle va arriver comme elle est arrivée pour le podcast pour toi, là. Exact. Ouais. Puis c'est ça. Puis à travers le podcast 168 heures, le fait que je voulais travailler avec toi aussi, c'était pour amener le podcast à un autre niveau. Puis c'est là aussi que la nouvelle un peu image de marque est arrivée. Au moment où cette vidéo et que cet audio aussi vont être publiés, le nouveau logo, la nouvelle image de marque, la planificatrice, parce que oui, je l'ai changé. J'ai changé l'image pour le podcast, mais j'ai aussi changé quand même le logo de la planificatrice puis l'image de marque. Fait que ça va être publié. Mais au moment où on enregistre, je l'ai montré ce matin, là, ça n'a pas encore été publié, le nouveau logo. Fait que ça va comme un peu avec la... J'ai travaillé beaucoup sur j'ai travaillé dans la dernière année avec Karine et Dave Ruel. Ils ont été mes coachs, mes mentors. C'est entre autres grâce à eux que j'ai mis en place mon merveilleux programme d'accompagnement, le programme Croissance, duquel justement tu es cliente. Et en travaillant avec eux, j'ai vraiment comme retravaillé sur mon... comment je dirais ça? Sur mon autorité, on dirait. Je sais pas si c'est le bon mot, mais comme sur mon positionnement, sur mon autorité, sur...
pas que j'avais pas confiance avant, mais là, c'est comme on passe au prochain niveau. Puis j'avais vraiment envie, avec le podcast, de passer au prochain niveau. Tu sais, j'avais fait mon premier tour avec la première année. Ça fonctionnait bien. Tu sais, j'aime bien faire un tour de roue une fois avant de voir si on poursuit, puis comme à quel point j'aime ça, puis à quel point j'ai du plaisir. Puis c'est ça, avec eux, avec leur coaching, ça m'a vraiment aidé à aller plus loin. Puis, tu sais, c'est ça, je ressentais vraiment le besoin comme juste de changer la couverture du podcast parce que je m'identifiais déjà plus à celle que j'avais créée 1 an auparavant. Alors que ça avait déjà été tout un défi pour toi de créer cette image-là, sûrement au moment où tu devais le faire, parce que tu l'as fait toi-même. Oui, j'ai fait ça moi-même dans Canva. Mais là, pas la nouvelle. La nouvelle, on salue ma merveilleuse photographe Geneviève Le Sillard, ainsi que ma designer graphique Caroline Poirier, qui, ensemble, ont fait un beau travail que vous pouvez admirer. Mais je ne l'ai pas encore vu, donc j'ai très hâte de voir. Tu avais juste vu la photo. La photo, ouais, mais pas encore le rendu final. Non. Mais c'est beau de voir toute la réflexion que tu as autour de ton entreprise, puis qu'encore une fois, tu partages dans ton podcast. Je pense que c'est pour ça que c'est autant écouté. Les gens ont l'impression de te connaître. Puis j'ai déjà eu cette discussion avec des personnes qui te suivent. Ça devient quand même fabuleux quand je rencontre des personnes qui ne sont pas donc dans ta communauté. Bon, il y a le programme Croissance où là, on est plusieurs à évidemment suivre le programme. Ton bootcamp que tu as fait où on est aussi nombreuses. Mais là, on sort de ces cercles-là. Je sais que c'est des filles qui te suivent, mais « Oh, tu travailles avec la planificatrice. Oh, moi, j'écoute son podcast. » Puis c'est même pas moi qui l'amène. C'est les gens qui m'en parlent. Ça, tu te dis, OK, dans le milieu de l'entrepreneuriat au Québec, ça y est, tu te fais un nom, tu t'es positionné, d'abord grâce au blog tranquillement, puis vraiment grâce au podcast. Là, ça a vraiment changé la donne. Je pense qu'on parlait de vente tout à l'heure. Oui, c'est beaucoup d'investissement de temps, d'énergie. Toi, tu as fait une mini-formation aussi à tes tout débuts pour savoir quand même par où commencer. C'est quelque chose que je me fais demander aussi. Mais voilà, pourquoi tu y crois encore autant aujourd'hui? On a parlé de toutes ces vertus-là. Mais pour la vente, je pense que ça peut être intéressant d'en parler quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent, ils disent mettre autant d'efforts pour peut-être pas vendre beaucoup. Comment tu le vois ça? Parce que tu as quand même eu des opportunités qui ont découlé du podcast. Absolument, absolument. Tu sais, c'est sûr, quand j'ai lancé le podcast, j'ai eu beaucoup de clients là, qui ont découlé parce que je pense que, tu sais, lire une page de vente sur un service, c'est bien, mais d'entendre la personne, on peut analyser, OK, est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce que ce qu'elle dit, ça fait-tu du sens? Mais oui, donc en fait, moi, depuis le départ, là, mettons son recul de 5 ans avec la planificatrice, depuis le début, j'ai toujours été très à l'aise avec donner du contenu. Je sais qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui veulent comme garder le contenu, ils ont peur de trop en donner, ils se disent « il ne faut pas que j'en donne trop parce qu'il faut à un moment donné des revenus, il faut que les gens payent pour en avoir plus ». Puis je le comprends, mais moi, j'ai jamais eu peur de donner. J'ai toujours, tu sais, dès mon jeune âge, mais c'est pas dès mon jeune âge, mais dès mon début en entrepreneuriat, j'ai compris que c'est en donnant. Tu sais, c'est la loi du donnant-donnant. Là, quand tu donnes, tu reçois. C'est comme, je sais pas c'est quelle loi, cette affaire-là, mais ça existe une réalité. Et je sais qu'en donnant, c'est là que les gens sont capables de comprendre c'est quoi la qualité. Parce que si je donnais rien, les gens, ils ne sauraient pas comme que j'offre du bon contenu, que je suis pertinente dans mes propos, que je sais de quoi je parle, puis que surtout que mes conseils fonctionnent pour vrai. Donc, dans le podcast, oui, on donne énormément, mais tu sais, j'ai toujours été super à l'aise avec ça. Puis, je savais, comme j'aimerais donner une explication plus scientifique que ça, mais c'est juste que moi, je savais au tout départ, qu'en donnant beaucoup à travers le podcast, que je recevrais beaucoup. Fait que là, oui, directement, il y a eu des clients qui sont découlés de ça, mais aussi, tu sais, à tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui me découvrent, par exemple, sur Spotify. Je sais pas, moi, cette personne-là, une fois qu'elle intègre mon univers, peut-être qu'elle va m'acheter mon agenda quand il va sortir dans quelques mois, dans quelques semaines. Ils vont peut-être un jour s'inscrire à un de mes webinaires. Ils vont peut-être peut-être jamais rien acheter, comme tu le disais tantôt. Mais c'est pas grave parce que j'ai pas le souci de vendre à chaque individu qui est dans mon univers, tu sais. C'est sûr qu'il faut faire des ventes quelque part, c'est une entreprise, mais tu sais, moi, mon souci, c'est d'aider un maximum de gens à mieux gérer leur temps puis à trouver du temps dans leur horaire chargé justement pour ce qui compte vraiment. Mais la vente est comme... Ça vient, là. Ça vient. Et
parce que les gens sont curieux, hein, tu le sais, Émilie. Ouais. Quelle vente exactement? Tu as parlé de l'agenda. Est-ce que tu penses que ça t'a déclenché? Est-ce que tu es capable un peu de tracer qu'est-ce que les gens achètent après t'avoir écouté? En fait, c'est ça. Il y a des petits, ce qui est le fun avec l'accompagnement, c'est que les gens vont me le dire. Là. Hey, je t'ai découvert grâce au podcast, grâce à tel épisode, j'ai su que je voulais travailler avec toi. Fait que ça, c'est du direct, c'est super intéressant. Autrement, sinon, parfois, selon certains liens d'inscription que je mets dans mes show notes, parfois, il y a une trace qu'on peut aller voir là. Sinon, par exemple, l'année passée, j'ai vu beaucoup plus de ventes d'agenda qu'avant, plus d'inscriptions aussi à mon événement de dévoilement dans lequel il y a des ventes qui sont générées quand même. Après ça, dans mes formations en ligne, ça me donne une tribune de plus aussi pour en parler plus en détail, pour expliquer concrètement c'est quoi. Fait que ça me permet de promouvoir ces choses-là. Puis oui, je sais que ça crée des ventes. Puis là, pendant que je te parle, j'essaie de penser si j'oublie d'autres sources de revenus. C'est vrai, je fais des formations et conférences parfois en entreprise, puis je sais qu'il y en a qui m'ont découvert par là. Donc, ou qui me disent, hey, comme cet épisode de podcast-là, ça serait le fun de créer une formation dans notre entreprise pour ça. Fait que, comme je crée du contenu qui est personnalisé, ben, je sais que c'est grâce à cet épisode de podcast-là qu'ils ont envie de recréer ça dans leur entreprise. Donc, quand même, tu vois, tu l'as dit, c'est une vitrine de notoriété, de crédibilité aussi, parce qu'on écoute quand même ce que tu nous racontes. Mais moi, je dis aussi pour des gens qui veulent faire des conférences, si je veux t'engager comme conférencière, je veux savoir comment tu t'exprimes. Donc, oui. Le podcast, il n'y a pas meilleur moyen. J'ai juste la voix. Elle ne peut pas me mentir. J'ai toute l'émotion, le débit de parole. Donc, oui, le visuel, c'est important si tu gesticules, etc. Mais on se concentre sur l'essentiel. Le message, puis la manière dont tu t'exprimes. Ça, c'est super important pour les conférences. Parce qu'il faut capter l'attention pendant 45 minutes, 1 heure, parfois même 20 minutes. Il faut être concis, droit au but. Donc, moi, je trouve ça merveilleux. Pour moi, c'est un outil marketing, le podcast. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment, dans vos heures prévues pour l'entreprise, que ça soit comptabilisé dans les heures de marketing. Puis ce qui est génial avec le podcast, c'est que du podcast peut découler tout le contenu des réseaux sociaux parce que tu vas te extraire un audio du podcast que tu vas publier sur tes réseaux sociaux. Tu peux trouver une citation de ton invité ou que toi t'as dit que tu mets en carrousel. Le contenu recyclable du podcast est assez infini parce que tout ce qu'on dit en 1 heure, c'est combien de publications sur Instagram? C'est vrai, là. C'est énorme, là. Mm-hmm. Donc, moi, c'est aussi ça que quand les gens me parlent du podcast, que oui, c'est de l'énergie, c'est beaucoup de temps, etc. Ouais, mais tu vas pouvoir le recycler pour plein de choses. Limite, ta création de contenu réseaux sociaux pour le mois, si tu fais un épisode par semaine, ça peut être juste ce qui découle du podcast. Puis, en parlant du podcast, t'amènes des gens à l'écouter parce que ça attise la curiosité, etc. Ça devrait être juste cyclique. Le contenu des réseaux sociaux, quand tu as un podcast, tu le fais très bien, puis bravo, mais ça pourrait tout simplement se répondre. Absolument. Ça n'a pas besoin d'être du contenu original pour Instagram, original pour Facebook. Sincèrement, ça ne vaut pas la peine vu les caprices des algorithmes. Ah, tellement. Puis, tu sais, nous, en tant que créateurs de contenu, souvent, on se met une pression démesurée juste parce qu'on a l'impression que les gens vont voir qu'on se répète. Mais en même temps, souvent, c'est les gens qui nous suivent le plus qui ont besoin parfois d'un rappel. Exact. Dans le podcast, après ça, sur Instagram, puis après ça, en story, tu sais. Fait que, ouais, t'as totalement raison. Ça me fait penser à tes stories où tu donnes tes 3 conseils. Là. Oui. Donc, une story, un conseil, puis à la fin, tu dis lequel de ces conseils vous a le plus aidé. Puis parfois, c'est les 3. Voilà. Mais effectivement. Puis moi, je dois ajouter qu'au bootcamp que tu as fait pour lancer ton programme Croissance, moi, le grand plaisir que j'ai eu de voir d'auditrices, en fait, oui, le bootcamp était offert à une somme très, très accessible. Là. C'était modique, mais si elles dépensent un 37 $ pour le bootcamp, elles peuvent devenir des plus grandes clientes par la suite. J'étais la première, sincèrement, quand j'ai commencé à consommer de la formation, à mettre les petits prix, beaucoup de gratuits, les petits prix. Puis maintenant, tu en parles aussi. Moi, ça y est, je peux dépenser des milliers de dollars pour un programme si je sais que ça va changer la donne, si ça va m'aider. Puis aussi, ce que vous ne retrouvez pas sur le podcast que Émilie offre dans son programme, c'est la personnalisation. C'est-à-dire, oui, je vais écouter tous tes conseils sur le podcast, je vais les appliquer à la lettre, j'ai ton infolette, j'ai Instagram. Mais quand ma situation précise arrive sur une situation dans mon emploi ou dans mon entreprise, à qui je parle, qui est compétent, qui peut m'aider pour mon organisation ou peu importe. Puis même, je trouve
avec ce sujet-là, on touche aux décisions d'affaires. T'as aussi quand même beaucoup d'employés donc, qui peuvent te parler des dilemmes qu'elles ont avec leurs supérieurs, comment en parler, un collègue qui est trop envahissant dans la distraction, peu importe. Puis ça, c'est des conseils précis. Oui, je l'ai déjà entendu, ce conseil-là, dans un épisode de podcast, mais le fait que tu vas me répondre précisément à ma situation, c'est ça, l'accès que je viens chercher. Puis on n'a pas parlé de la communauté aussi dans le programme Croissance, qu'on salue, des entrepreneurs et des employés vraiment incroyables, une entraide. Puis c'est rigolo parce que c'est un peu timide encore. Là. Moi, je suis à mi-parcours, j'ai pris le 6 mois. Mais je sens que tranquillement, pas vite, on commence à se libérer, à parler de sujets plus vulnérables aussi. Oui, exactement. Parce qu'on va se le dire, le temps, c'est vulnérable. Tu sais. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Puis comment on se tape sur la tête aussi, mutuellement. Puis là, c'est beau de voir toutes les autres filles qui encouragent ou qui disent « Moi aussi, je te comprends ». Donc ouais, ça c'est vrai. C'est pas quelque chose qu'on a dans le podcast directement. Non. Mais tu parlais de coaching, tu sais, avoir accès à des conseils personnalisés et tout. Puis une des choses qu'on a parlé lors de notre dernière séance aussi en audit mentor ensemble, c'est que peut-être essayer d'amener une certaine forme de coaching parfois en podcast pour faire un peu expérimenter ça aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent, parce que tu me disais que, bon, non seulement tu écoutes le podcast 168 heures, mais souvent tu écoutes aussi les entrevues où je suis, moi, invitée comme invitée, tu sais. Puis tu me disais justement que l'épisode, à ton avis, qui avait été la meilleure, que tu m'avais trouvé la meilleure, je pense, c'était sur le podcast Parenthèse de Lisanne Nadeau et de Claude Bégin. Puis c'est ça, justement, parce que si vous l'avez écouté, vous allez comprendre, mais je suis vraiment plus en mode coaching. Je suis vraiment plus en mode, je vous écoute, posez-moi votre question, parlez-moi de votre réalité, puis je vais vous aider en fonction de ça. T'sais, il ne me posait pas des questions, c'est quoi les 3 meilleurs trucs pour gérer tes priorités? T'sais, on n'était vraiment pas là. Fait que, c'est ça, je pense que je vais essayer d'intégrer une certaine forme. Je veux dire, on dirait que je le sais un petit peu en tête, mais je veux laisser planer le suspense, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'amener ça justement sur le podcast ici pour que vous puissiez un peu avoir un petit avant-goût de ça peut être quoi d'être coaché par la planificatrice ou comme c'est quoi une expérience. Puis en même temps, vous allez vous reconnaître, dans la personne, par exemple, si j'ai une invitée, bien, vous allez pouvoir vous reconnaître puis appliquer ça dans votre vie ensuite. Là. Mais d'où le concept. Voilà. Pourquoi on ne donne pas un avant-goût de ce que c'est de travailler avec toi à travers l'expérience de quelqu'un. Puis, on ne parlera pas du concept que tu as en tête, que je trouve fabuleux. Et pour parenthèse, c'était ça. Puis, vous remarquerez qu'Émilie parle beaucoup moins vite en coaching. Donc, elle a tout intérêt à l'expérimenter parce que je trouve que ça fait partie de l'expérience podcast, que tu restes clair le plus possible. Puis je t'avais dit, oui, tu parles vite. Donc, c'est juste d'apprendre à jouer avec ça. Je pourrais pas te changer, puis c'est pas mon objectif, mais de jouer avec le rythme parce que tu es capable de l'avoir, cette lenteur. Puis on l'a vu dans ce podcast-là où tu es 100% disponible pour, j'allais presque dire tes invités parce qu'on a presque l'impression que c'est ça, mais pour tes coachés. Puis moi, ayant été coachée par Émilie, j'ai reconnu l'Émilie que j'ai en privé, en virtuel pour le coup, quand j'ai fait le coaching privé avec toi. Puis ouais, en termes de cliente aussi, il faut se mettre à la place de nos clients. Qu'est-ce qui fait que je vais acheter ton programme ou ton coaching privé, parce que tu l'offres encore aussi? C'est de voir comment tu coaches les gens. Puis tu sais, pour les artistes, c'est exactement ça. Si je vois un spectacle d'un artiste sur YouTube ou à la télé, si j'adore l'énergie qu'il a sur scène, bah, ça va peut-être me donner envie d'aller le voir encore plus que quand je l'écoutais sur disque où tout est bien parfait, puis j'ai pas l'énergie de la foule, je vois pas la prestation scénique de l'artiste. Donc c'est un petit peu la même chose. C'est de voir en action pour se dire « Ah ouais, j'aimerais tellement ça qu'elle se penche sur ma situation ». Moi, je suis une grande consommatrice de tirages de tarot. Je vais la nommer de Cynthia l'inspiratrice, qui est québécoise, qui est de Québec aussi. Puis je lui dis aussi à Cynthia, waouh, c'est génial parce que tu nous fais vivre l'expérience du tarot. Elle fait des tirages génériques, mais j'ai l'impression qu'elle me parle à moi. Puis bon, le tarot a toutes ses grandes vertus, là, mais j'ai l'impression qu'elle me parle à moi. Donc, c'est sûr que moi, si je la connaissais pas, j'aurais booké le tirage pour aller plus loin. J'ai envie. Tu sais, les dégustations, les supermarchés. Dégustations. Fais-moi goûter, j'y vais aller l'acheter, le produit. Fait que c'est d'intégrer un peu plus ça dans le podcast. Ouais.
Je crois. Ben, c'est sûr. Je veux dire, c'est tout bénéfique. Le client, il a besoin d'avoir confiance avant d'acheter. Ouais. Donc, ça en fait partie. Ah, magnifique. Et là, c'est drôle, on est comme dans une situation différente parce qu'on se pose toutes les deux des questions. Moi, je regarde mes notes. J'ai quand même, je pense, bien couvert les choses que j'avais à dire. De ton côté, est-ce que tu as l'impression qu'on a des éléments qu'on n'a pas encore explorés, que tu aimerais qu'on explore ensemble? Pour te mener vers le mot de la fin, parce que je sais que là, Émilie, comme animatrice, t'es pas sûre, mais là, pour vous donner une idée, j'ai dit on a une rencontre par mois pendant 3 mois pour l'audit mentor que tu as nommé, donc l'audit de podcast. Notre 3e rencontre approche, ça devrait être dans le prochain mois. Puis le prochain devoir, justement, qu'elle a, c'est créer son calendrier de contenu pour être plus organisée dans... ça se fait drôle à dire. Je ne suis pas organisée. Non, mais planifier mieux tes épisodes à venir, parce que quand on est en solo aussi, je pense que c'est plus facile d'y aller spontané, parce que tu m'as dit, tu t'installes maintenant en 3 secondes pour faire ton podcast, ton micro est déjà branché. Mais là, le but avec les invités, effectivement, ça va être de sortir de ta zone de confort. Je ne sais pas quel est le bilan à mi-parcours que tu fais. Tu as nommé plein de choses, mais là, en résumé, d'avoir pris un accompagnement podcast, parce que je suis aussi consciente que ça défriche d'autres choses que juste le podcast. Donc, qu'est-ce que tu considères que ça a pu t'apporter, peut-être en dehors du podcast? Hey, mais on dirait que c'est comme si ma vision est à la fois du podcast et de mon entreprise, présentement, là, en ce moment, je vois des choses que je n'aurais jamais pensé voir il y a quelques mois quand on a commencé à travailler ensemble, parce que le podcast, c'est maintenant partie intégrante de mon entreprise. Donc, s'il y a des changements là-dedans, ça a un impact sur l'entreprise au complet. C'est pas juste sur le média en soi. Fait que là, c'est comme une expansion de vision qui va beaucoup plus loin, puis qui est beaucoup plus claire, puis qui est vraiment plus le fun. Puis tu sais, c'est pas que c'était plate avant, là, mais c'est encore beaucoup plus le fun, beaucoup plus trippant. Où est-ce que je me vois m'en aller? Puis ça, toutes ces choses-là, je voyais pas ça il y a 3 mois. Merci. C'est fou, hein, ce que tu peux faire aux gens. Mais t'es gentille. Encore une fois, je vais reprendre tes mots. Là. Moi, je ne fais que t'accompagner là-dedans. Ce qu'elle me répond quand je lui dis « Mais tu m'as tellement aidé à m'organiser. » Et je pense aussi de faire tomber des frontières. Je comprends à quoi tu fais allusion. On a parlé des entrevues en anglais, inviter des gens à l'international. Si on rêve très, très grand, mais je pense que c'est des exemples très grands pour faire réaliser aux gens justement que tout est possible. Faire tomber ces frontières-là. Puis des fois, c'est juste de se faire accompagner. Moi, c'est pour le podcast, mais toi, tu m'as accompagné pour l'organisation et la planification, mais aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu m'as accompagné dans ma transition vers l'entrepreneuriat. Tu as vu l'employé débordé, puis tu as vu un entrepreneur un peu débordé aussi dans ses débuts, mais tu as vu toute la transition, puis il y a même quelque chose que c'est grâce à toi que je suis allée vers là. Puis je pense des fois, c'est juste de bien se faire accompagner, comme pour tout dans la vie, qui fait qu'on avance. Puis ça, c'est vraiment tellement une belle reconnaissance que j'ai. Puis c'est très drôle qu'on soit cliente de l'une et de l'autre. Oui, eh bien, reconnaissance partagée, honnêtement, parce que c'est ça, tu sais, je trouve ça beau qu'on s'aide mutuellement dans nos projets de cœur à juste avancer, à croître, tu sais. Oui. Puis ça se peut. Moi, j'ai beaucoup hésité quand c'était à mon tour de redevenir ta cliente, parce que tu es devenue ma cliente, je n'étais pas ta cliente à ce moment-là. Tu l'étais plus. Puis quand toi, tu as lancé le programme Croissant, j'ai dit « Waouh, mais est-ce que c'est sain comme relation? » Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts? Parce que moi aussi, je me suis posé la question. Ouais. Parce que j'allais te dévoiler. Tu sais, je me dis, si j'ai des difficultés dans mon contrat avec Émilie, est-ce que j'en parlerai ouvertement? Ben, c'est sûr que non, mais... Puis c'est ça, c'était juste de trouver l'équilibre entre, évidemment, il y a des choses que je dirais pas, mais c'est correct, tu sais, si tu m'aides suffisamment pour que je te parle de tout ce qui reste dans l'entreprise, puis voilà. Mais ouais, comme tu dis, le conflit d'intérêts, je me suis posé beaucoup la question, puis c'est tout bête aussi, je pense que c'est bon qu'on le nomme, de se payer quand même, parce qu'on a été tenté de faire de l'échange de services. Oui, c'est le fun qu'on le dise, ça, ouvertement, ouais. Oui. Parce que je sais que c'est un grand dilemme, puis moi, à la radio, je l'ai beaucoup connu, l'échange de services. J'ai fait énormément de choses en échange de services, puis je suis très, très, très reconnaissante des opportunités que ça m'a données. Mais quand on devient entrepreneur, particulièrement, faisons circuler l'argent. Oui. C'est important de se rémunérer, puis je trouve qu'encore une fois, ça nous donne beaucoup de valeur à ce qu'on fait. C'est très valorisant, en effet. Voilà. Ah, hey, merci. Je suis certaine que cet épisode-ci, qui était vraiment spécial et différent des autres, va sans doute avoir piqué la curiosité de bien des gens. Si jamais il y en a qui ont envie de travailler avec toi, comment ça fonctionne? On peut te trouver où? Bref, c'est quoi la suite si on veut une suite avec toi? On va glisser le lien dans tes show notes. J'adore dire ça. J'ai l'impression d'être dans le podcast d'Émilie Bien. Mais le site, c'est bio
@gileb. Mais on va vous le mettre dans les notes de podcast. C'est pas mal le meilleur moyen pour me contacter. Il y a un formulaire pour me parler de votre projet de podcast s'il n'existe pas encore, ou me parler de votre projet actuel. Puis on fait le traditionnel appel découverte pour mieux se connaître. Moi, je vois vraiment ça comme une rencontre, les entrevues, quelles qu'elles soient, puis l'appel découverte en est un. Puis après ça, on regarde les possibilités ensemble. Mais il y a l'audit de podcast pour celles qui en ont déjà un, qui veulent faire l'état des lieux, qui veulent aller plus loin, comme on vient de décrire pour toi. Puis démarrage de podcast aussi pour planifier un lancement en 3 mois, je dirais. Un bon 3 mois pour se préparer, trouver le concept, comprendre le montage, comment on met en ligne, tout ça. Penser à tous les petits détails pour lancer son podcast, puis bien d'autres choses que j'espère je dévoilerai au grand jour sur le web. Ah, on a très hâte de connaître ça. Puis je pense que justement, si tu continues dans cette lignée-là, il y a sûrement plein de nouveautés que tu ne connais pas maintenant qui vont voir le jour, là. Certains. Ah, hey, merci tellement d'être venu chez moi. Ben, merci de l'invitation encore. C'était vraiment, vraiment agréable d'avoir cette discussion-là avec toi. Puis le fait qu'on soit ensemble, habituellement, les autres invités que j'avais sur le podcast, c'était en virtuel. Ça me donne juste envie. Je veux dire, je ne suis pas équipée. Là. Si vous nous écoutez sur YouTube, on a un beau setup. Là, c'est le setup audio de Jessica. Mais ça me donne juste envie d'avoir encore plus de discussions comme ça, en présentiel, avec les gens. Mais là, je ne suis pas équipée encore. Mais tu es capable, puis je suis là. Merci beaucoup. Merci, Émilie. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!